suis ravie de recevoir aujourd'hui Emily Boom qui termine son voyage à New York dans le cadre des prix des 5 continents 2025 qu'elle a reçu il y a quelques mois. J'avais la chance d'y être. Bonjour Emily, j'ai pu voir votre émotion, votre joie ce jour-là à Paris. Alors avant de discuter avec vous de votre histoire, de votre livre, j'aimerais qu'on rappelle, donc vous êtes né au Cameroun, vous avez fait des études d'anthropologie, puis départ pour Lille et des études de commerce international, un grand saut. Et puis après un premier poste en France, vous rentrez au Cameroun, responsable grand compte d'une filiale d'une entreprise française. Vous avez vécu dans plusieurs pays africains et vous vivez aujourd'hui en France. 5 romans, si je ne dis pas de bêtises, traduits en C'est 6 ça. langues, et les 2 derniers parus chez Gallimard. Alors, avant de parler de ce magnifique roman, Le rêve du pêcheur, que j'ai vraiment, vraiment, en toute honnêteté, adoré, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre histoire. Et d'abord, alors, question un peu indiscrète, mais pourquoi êtes-vous revenu au pays après vos études et pourquoi aujourd'hui vous avez retraversé et vous vivez aujourd'hui en France? Oui, ça c'est une bonne question. Bonjour Sandrine et je suis ravie d'être là Bonjour. avec vous tous aujourd'hui. Je suis revenue au pays après mes études parce que je n'avais pas envisagé de faire autrement. C'était la fin des années 90, tout début des années 2000. Il y avait vraiment ce retour. Je suis pas la seule d'ailleurs à être retournée. J'ai beaucoup d'amis qui étaient comme moi dans la même situation et qui sont repartis à cette occasion-là. Et puis j'avais une belle occasion professionnelle. Et puis j'avais envie de repartir, quoi. J'avais mes racines, j'avais mes amis, ma famille, etc. Et je suis une fille de Douala, j'ai grandi à Douala et c'est une ville qui me manque toujours. Donc c'était ça le projet. Mon projet, c'était de terminer mes études ou que je les fasse et puis de repartir au Cameroun. Et puis les événements de la vie ont fait que je me suis mariée. On est ressorti en famille cette fois pour le travail. Et comme il s'agissait d'une entreprise française, on est revenu s'installer à Paris. Puis les enfants étaient un peu plus grands, c'était plus difficile de bouger. Enfin voilà, la vie quoi. Mais je suis de toute façon restée. J'ai un lien très très fort avec le Cameroun. J'y retourne très régulièrement. Oui, oui, mais de toute façon, on le sent bien dans vos livres, parce que vous écrivez l'Afrique, vous écrivez le Cameroun, sa culture, ses traditions, puis son évolution aussi. Ça, c'est des points sur lesquels on va revenir. Et l'histoire du pêcheur, de Zach, bah, c'est quelque part un peu de l'histoire de tous les exilés africains, un peu la vôtre, même si elle est complètement différente. Mais c'est aussi celle vous écrivez des géographies différentes, diverses. C'est un peu celle-ci. Oui, c'est ça. Lorsque j'écrivais le rêve du pêcheur et qu'on me demandait sur quoi je travaillais, je disais que je travaillais sur la géographie. Bon, en tant que pourra. Mais dans ma tête, c'était vraiment un roman sur les géographies qu'on porte et la façon dont on les porte. Et c'est vrai que l'histoire de Zach, c'est l'histoire de beaucoup d'exilés africains. Mais je me suis aussi aperçue en présentant ce livre dans plein d'endroits que ce sentiment de pas être dans le banlieue, d'avoir en tout endroit un autre endroit qui vous manque, d'être à chaque fois dans cette espèce de déséquilibre et d'intranquillité, c'est quelque chose que humainement nous sommes très nombreux à partager. Je veux dire, il y a beaucoup plus. J'ai pas fait les statistiques, c'est pas mon travail, mais comme ça intuitivement, il y a beaucoup plus de gens qui traversent, qui sont sur dans plusieurs mondes, qui survivent dans plusieurs mondes que que de personnes qui ne bougent pas. Et même quand on ne bouge pas, ben, même quand on n'a jamais quitté sa région ou sa géographie, le monde vous arrive et vous impacte. Oui, d'ailleurs, vous avez dû le voir dans vos nombreux voyages. On va revenir dessus parce que vous avez pas mal voyagé, Oui, Roumanie, New York, oui, etc. Donc, vous avez certainement rencontré ces exilés de choix la plupart du oui. temps, mais pour qui le pays, les racines, c'était dans le cœur, c'était difficile de passer à autre chose. Oui, et puis les exilés de cœur, oui, qui étaient partis de leur propre fête, qui avaient cette possibilité de voyager d'un endroit à l'autre, mais malgré tout, qui portaient en eux cette espèce, oui, de manque dont je parle. Et puis j'ai aussi rencontré des exilés dont c'était pas le choix, qui étaient partis dans des situations beaucoup plus compliquées, qui savaient qu'ils ne pouvaient pas revenir et et dont la trajectoire est peut-être un peu plus douloureuse. Et toutes ces histoires finalement se recoupent, elles se rencontrent à divers degrés, mais elles se rencontrent.
C'est finalement c'est une histoire très humaine. Et d'ailleurs, pour vous, est-ce que écrire l'Afrique, c'est aussi une façon de témoigner et puis de poursuivre peut-être cette écriture francophone africaine qui est si belle et maintenir cette langue et la faire rayonner. Je pense qu'il y a quelque part derrière votre écriture aussi, alors j'ai pas envie de dire un combat parce que c'est pas un combat, mais plutôt une une volonté de faire rayonner cette culture et cette écriture enfin, pour moi, qui est unique, l'écriture qui puise ses racines en Afrique. Je pense que Euh, alors, juste, moi, j'ai adoré la littérature et les livres me sont arrivés à Douala, à l'endroit où j'ai été, d'écrivains dont je n'étais pas particulièrement la cible, hein, qui venaient d'ailleurs et qui pensaient pas du tout que la petite fille qui grandissait à Douala pouvait s'émouvoir Mm. des univers qu'ils offraient. Et j'ai aussi acquis comme ça un petit peu la certitude que je pouvais, de l'endroit où j'étais, d'une forme de singularité aussi, toucher d'autres personnes. Et ce qui m'a manqué, et je suis pas la seule à le dire, d'autres l'ont dit avant moi, c'est dans toute cette littérature que j'aimais de ne pas me trouver moi. C'est-à-dire de pas trouver des histoires qui racontaient ma ville, ma rue, les gens que j'aimais, moi-même en tant que personne, en tant que jeune femme ou jeune fille grandissant là. Et j'avais très envie d'écrire aussi ces histoires-là que je trouvais infiniment romanesques et Ouais. j'avais envie de les inscrire aussi en littérature et voilà, dans cette grande conversation où je me sentais conviée. Et alors, on va revenir donc sur ce prix des continents. Alors d'abord, un titre édité chez Gallimard, Collection Blanche. Alors, je sais pas si vous êtes consciente, mais c'est un rêve pour la grande majorité des auteurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous que vos romans, je crois les deux derniers, sont édités chez l'éditeur de tous les fantasmes? C'est une très belle maison et j'ai la chance d'être portée. J'ai la chance qu'il croit en mon travail et qu'il soit attentif à notre relation. Alors j'en suis vraiment très très heureuse, évidemment. Et oui, c'est une maison prestigieuse et c'est un très beau catalyseur de comment dire de légitimité, on va dire. Mm. Alors, comment vous avez reçu, j'étais là, mais bon, je n'ai fait que voir, comment vous avez reçu ce prix des cinq continents, qui est un prix qui a permis à certains auteurs d'être propulsés, d'aller vers des prix encore et encore, mais ne serait-ce que Éric Chacour, qui est le prix de l'an passé, enfin, c'est Magnifique, un Eric. tremplin énorme. Comment vous l'avez reçu, ce prix? Racontez-nous un Avec, peu. avec beaucoup de joie et de gratitude. En plus, c'est un prix très particulier parce que les jurys sont dans le monde entier, en fait. Les jurys viennent d'Afrique, mais aussi d'Asie, le Vietnam, le Cambodge, de Roumanie, enfin, de tellement d'endroits que l'idée que le livre a été choisi par tant de personnes différentes, dans tant d'univers différents, est forcément très émouvant pour moi. Oui. J'ai vraiment considéré ça comme un immense honneur. On l'a vu cette émotion, hein, le jour de la remise, on l'a vu. Alors moi, j'aimerais revenir sur ce voyage que vous achevez aujourd'hui à New York. Vous étiez sur d'autres territoires, vous étiez, je crois, juste avant en Roumanie. Quel accueil vous avez eu dans ces différents pays? Comment a été perçu le livre? Comment a été perçue votre écriture? Votre perception aussi peut-être de l'auteur de culture africaine que vous êtes. Euh, voilà, racontez-nous un peu comment s'est passé ces discussions, ces rencontres dans les différents pays. Est-ce que vous avez peut-être retenu, vous parliez tout à l'heure de souvent rencontrer des gens qui sont exilés loin ou chez eux. Donc, peut-être que c'est ça qui est sorti de toutes ces discussions? Bah, c'est vraiment un voyage surprenant. Et je suis partie, je fais ce tour sans aucun préjugé, en étant totalement ouverte et en m'attendant à être à chaque fois surprise et à être à chaque fois éblouie et bouleversée. Et jusqu'ici, ça n'a pas du tout, ça a été parfaitement ça. J'ai pas du tout Oui. été déçue entre Beyrouth, Bucarest, New York. Après, ça va être Nouakchott. Avant ça, c'était encore Abidjan. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très puissant
qui s'agrège aussi à la langue, qui s'agrège à l'envie d'écrire des récits, qui s'agrège à la particularité à la fois de ce que chacun a de particulier et de ce que nous avons tous et qui nous relie, cette façon d'habiter le monde, cette façon ce désir extraordinaire que je ressens partout de créer des liens et de faire contact et puis des gens qui se reconnaissent aussi dans l'histoire du pêcheur de Campo. Ça en fait du monde, ça en fait un long voyage pour Zacharias et son histoire et je repense toujours voilà je repense toujours à quel point c'est extraordinaire la magie de la littérature, cette capacité qu'elle a de, de, de créer des liens inattendus. Est-ce que, alors, on dit souvent que les auteurs sont effectivement habités souvent par leur culture, par leurs racines. Est-ce que vous pensez qu'il y a une littérature africaine propre, ou alors est-ce que la littérature africaine, comme les autres, s'inspire de centaines de littératures différentes? Ah, je pense que toutes les littératures sont singulières. Mm. Je pense que on pose pas forcément la question de est-ce que oui ou non il y a une littérature française. Je pense que toutes les littératures sont singulières. Je pense qu'on écrit tous les auteurs de l'endroit où ils sont, de la perspective à partir de laquelle ils regardent le monde et finalement ce qu'ils décident de faire de tout ça, de cette expérience. Je pense que nous avons aussi tous en commun cette espèce pour le dire dans le sens négatif, une espèce d'ego à la fois extraordinaire et hypertrophié, une espèce de contradiction comme ça, qui fait que on a le sentiment que notre parole et notre témoignage du monde qu'on habite peut résonner en d'autres personnes. Et ça, c'est pas spécifique à la littérature africaine, mais j'aime aussi immensément que les auteurs africains racontent ce qu'ils sont, racontent, nomment leur société, leur intimité, leur manière de faire communauté et la façon dont le monde les percute ou vient percuter tout ça. Et cette voix-là, cette voix singulière me semble importante. Je veux dire, je suis pas ça me dérange. Enfin, je sais pas de ceux que ça dérange qu'on dise est-ce qu'il y a une littérature africaine. J'espère bien qu'il y a une Oui. littérature spécifique qui parle de ces territoires et qui s'inscrit dans un désir de littérature beaucoup plus grand que nous. Ah, vous avez l'impression que il avance ce rayonnement de la littérature africaine, que les portes s'ouvrent, qu'on lui donne de plus en plus de place. Est-ce que depuis le prix Goncourt de Mbougar Sarr, les choses sont en train de changer? En tout cas, des prix comme celui des 5 continents sont pour moi essentiels pour la faire découvrir. Mais est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent? Bah, je pense que oui, pas assez, évidemment. Je travaille avec beaucoup de jeunes auteurs, aussi en Afrique, ailleurs et aussi en Afrique, et je suis émerveillée par le souffle et le talent et le désir de dire qui les porte. Et dans à ce titre, le fait que des personnes comme Bougar existent et qu'elles aient euh, tellement de talent et aient été si reconnues, ça crée aussi une forme d'exemplarité. Ça crée aussi l'idée que oui, ben voilà, c'est possible et c'est hyper encourageant pour les jeunes auteurs. Et ce à quoi je réfléchis, je suis pas la seule, nous réfléchissons, nous sommes assez nombreux, c'est aussi la façon de faire rayonner, exister cette littérature de façon massive à l'intérieur du continent. Ouais, on est bien d'accord. On va revenir sur le rêve du pêcheur, que je le dis encore une fois parce que c'est vrai, je l'ai adoré, je me suis régalée. Et puis aux dernières pages, quand je pensais en avoir fini, maintenant le rebondissement arrive, on en reparlera, sans rien dire bien sûr. Il y a une multitude de thèmes abordés dans ce très beau roman. Il y a, donc je le disais, ce narratif qui nous tient en haleine quasiment jusqu'au bout et qu'on ne soupçonnait pas. Ce livre, il commence dans les années 50. Alors, c'est pas, les dates ne sont pas données, mais on pense que c'est dans Non. les années 50 avec alors, ce que j'ai appelé la colonisation économique de ceux qui arrivent dans un pays
pour l'exploiter avec la promesse de rendre la vie de chacun bien meilleure. Donc on arrose de cadeaux qui sont pas des cadeaux qu'il faudra payer un jour. Et ça, c'est une question souvent débattue, et notamment par les auteurs africains. Que reste-t-il de l'apport et du passage de l'autre, de celui qui est venu exploiter? Est-ce que d'un mal sort parfois un bien, sort même un petit bien? C'est quoi votre analyse à vous, Emily? Euh, Mon analyse sur la colonisation, vous voulez Oui, en dire? fait, la colonisation, on va parler de la colonisation économique parce que Oui, oui, enfin, pour oui. moi, c'est le volet que traite surtout votre livre. Est-ce qu'on pense qu'il y a certaines choses qui ont été bien et qui ont permis à l'Afrique d'évoluer, et que donc d'un mal, puisque c'était un mal à la base, hein, est-ce que d'un mal, ben, on en a retiré un petit bien qui a permis à l'Afrique d'avancer? Est-ce que ça, c'est un débat que j'ai souvent avec les auteurs africains. Je sais pas. Moi, pour moi, la colonisation, qu'elle soit économique, mais l'économie, c'était juste une part des Bien choses. sûr. On ne peut pas du tout l'exclure de tout ce que ça a constitué. C'est d'abord à la base une histoire de violence et de dépossession. Mm. Et c'est une histoire qui a duré dans le temps, qui ne s'est pas terminée il y a si longtemps, en fait. Même si la colonisation officielle a pris fin pour la plupart des États africains, certains un peu avant, d'autres un peu bien après, dans les années 60, c'est à hauteur de vie d'homme, ce n'est pas quelque chose de si ancien. Les traces restent, la langue, la spiritualité, la façon d'accueillir le monde et une forme de place aussi. Alors, ce que les Africains en ont fait, je sais pas du tout si on peut dire que c'est un bien ou en tout cas c'est Ah, un, c'est compliqué. oui, c'est compliqué C'est parce compliqué que surtout que, alors il n'y a plus de colonisation, mais aujourd'hui il y a un nombre de gens qui continuent d'exploiter l'Afrique, les Russes, les Chinois, les Turcs, chacun essaye de prendre un petit morceau de ce trésor africain. nous n'en Donc, sommes pas sortis et ouais, surtout ce qui manquera jamais à l'histoire, mais c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas savoir ce qui n'a pas été. On ne sait pas du tout ce que l'Afrique aurait fait d'elle-même si elle n'avait pas été à ce point et pendant des siècles meurtrie. Et, euh, et à chaque fois qu'on me demande si la colonisation a pu accoucher de quelque chose de bien, je me dis quel que soit ce qui a été accouché en bien, c'est les Africains qui l'ont accouché, c'est pas la colonisation. bon, bah, c'est une jolie remarque pour terminer cette question. Alors, on va revenir sur ce livre qui est aussi une fuite constante, un éternel départ, hein, la recherche d'une autre vie. Chaque personnage a fui à un moment et à sa façon, pas toujours physiquement, hein. Puis d'un autre côté, il y a cette société que vous décrivez qui est tellement attachante. Elle est difficile, mais elle est très attachante. Alors, est-ce qu'on fuit pour se construire ailleurs et pour mieux revenir? Est-ce que c'est ça un peu cette histoire de fuite, en tout cas dans le rêve du pêcheur? Oui, le rêve du pêcheur, c'est aussi une histoire de fuite ou d'évasion ou le moment où on ne peut plus rester pour toutes sortes de raisons, Mm. par culpabilité, parce qu'on rêve d'un ailleurs, parce que on n'arrive plus à comprendre la société dans laquelle on est, ou parce que simplement il est temps de partir et que nous autres êtres humains avons aussi ce désir hyper fort ancré en nous d'explorer et c'est aussi cette histoire-là. Et est-ce qu'on part pour mieux revenir? Parfois, on peut pas revenir. Il Oui. arrive qu'on ne puisse pas revenir. Dans la plupart des cas, le monde comporte en soi les lieux, les géographies, se sont construites sans nous derrière. L'absence se referme sur nous. Rien ne nous attend finalement. Où qu'on revienne, on revient dans une espèce d'incapacité, impossibilité à faire marche arrière. Donc c'est pas la marche arrière, c'est pas de marche arrière dont il s'agit. C'est comment, et ça c'est possible dans le roman, c'est comment réconcilier Mm. ce qu'on ignorait être, comme c'est le cas de Zach qui ignore tout de Exact. Campo, qui ignore tout de son passé, et ce qu'il devient après avec toutes ces ruptures qui font qu'il y a une personne extrêmement évanescente et fragile, et précisément parce qu'il n'a jamais le courage d'explorer ses origines.
Oui, on a deux Zach, on a le Oui, grand-père oui. dans les Mhm. années 50 et puis le Zach d'aujourd'hui. C'est deux destins de deux êtres qui vont jamais se connaître et pourtant dont la destinée est complètement imbriquée. Mais grâce à ces destins et grâce à vous, eh ben, on rentre dans des pans de l'histoire du Cameroun parce que ce décor, il est important pour comprendre le pays et l'Afrique. Oui, je pense. Alors, je vois pas comment on pourrait. Ça peut exister. Il y a toutes sortes d'écritures. Mais si je veux vraiment faire comprendre d'où part Zach et ceux qui lui ressemblent, alors il faut que je l'écrive. Il faut que j'écrive qu'il y a ce lieu, il y a ces gens. Nous sommes faits, consciemment ou non, hein, de ceux et CE et ceux CEX qui nous ont précédés. Et parfois on l'ignore, mais cet héritage est à la fois un héritage traumatique en ce qui concerne Zach et aussi pour ce personnage-là, un héritage de résistance et de survie. Et c'est pour ça qu'il est là jusqu'au bout, à la fin. Et ce que la vie n'offre pas toujours et que le roman peut offrir, c'est les réponses. Et Zach, le roman est construit pour que ce personnage en déshérence, incapable à la fois de se laisser aimer et d'analyser vraiment les raisons de sa défection, puisse à un moment ou à un autre avoir toutes les pages de sa propre histoire, savoir d'où il vient et pouvoir compléter son parcours, ce qui fait de lui un être qui s'inscrit dans le monde, où que soit ce monde, finalement, en étant beaucoup plus assuré. Oui, oui, enfin, pour moi, c'est aussi un livre de Racine qui pose vraiment Mm. la question d'où on vient. Est-ce qu'on doit faire la paix avec le passé pour construire l'avenir? Et on voit bien que Zach, il a besoin de faire la paix avec ce passé qu'il ne connaît pourtant pas, parce Mm. que bah, il est coincé, il est face à un mur et on va comprendre pourquoi. Et on va Oui. comprendre que bah, le jour où il arrive à briser le mur, il va pouvoir avancer dans sa vie. Dans le livre, vous rappelez quelque chose d'essentiel, hein, on n'est pas à zéro, on est avec un Non, fardeau. Et donc, non. il faut bien faire avec parce que bah, notre histoire, c'est celle des générations. Et ça, vous le racontez très bien. C'était Oui. important de démarrer de Zach le pêcheur pour arriver au Zach d'aujourd'hui. Oui, oui, parce on l'oublie notamment pour les exilés ou les immigrés, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à penser que leur vie commence le jour où ils sont arrivés là et que l'assimilation qu'on leur demande implique une disqualification de ce qu'ils ont été. Mais ils ne pourraient pas, même s'ils le voulaient, disqualifier ce qu'ils ont été. Ils le portent en eux comme des gènes ou comme son ADN ou je sais pas. Alors, ces histoires les constituent aussi, et euh, et quand ils sont parfois obligés de raconter une autre histoire, quand ils sont parfois obligés d'inventer une histoire qui serait entendable pour ceux qui la reçoivent, ça les met dans une espèce de conflit de loyauté, peut-être, entre ce qu'ils Oui, sont et ce qu'ils désirent. ouais. Et d'ailleurs, on le voit à un moment, parce que Zach, à un moment, quand il voit des Africains qui se comportent mal, il est gêné. Quand il voit une femme africaine en tenue africaine, ça le Oui, dérange. Donc, on sent cette dualité entre je suis d'où, je suis d'ailleurs et d'ici, quoi. Donc, et je pense que cette dualité, beaucoup la vivent, et pas seulement ah les oui. Africains. Je pense que l'étranger dans un pays qui n'est pas celui de sa naissance vit cette dualité. Oui, je pense, et ça se voit beaucoup, notamment avec des très jeunes enfants qui sont immédiatement dans un processus de je veux parler la langue, je veux plus parler. Enfin, il y a quelque chose de d'aller vers et d'embrasser qui est très bien, mais ce que ça signifie aussi, de dire ce que j'étais par ailleurs. Je dois, d'une certaine façon, m'en débarrasser, comme si c'était inflammable, comme si c'était dangereux, comme si on pouvait pas être à la fois le Zach qu'il désire et le Zach qui porte l'histoire qui est la sienne. Et puis aussi, il y a l'idée, et j'en parle dans le livre, de la faute communautaire. C'est-à-dire que Zach arrive dans un endroit, il s'en rend compte, mais il refuse de l'assimiler, qu'il est porteur de préjugés beaucoup plus anciens que lui, qu'il est porteur d'une histoire beaucoup plus ancienne que lui. Alors, quand on le voit, quand il apparaît sur scène, ce n'est jamais une première fois. Il est déjà assigné et il le voit et il espère vivre avec. Simplement, ça le réduit et ça l'enferme dans Oui, une
Oui, jour solitude. à tel point qu'à un moment, il écrit que sa femme l'a choisi presque pour sa couleur de peau. Puis il Oui, dit, oui, et donc il le porte, et parfois c'est difficile à porter, on le sent, enfin difficile à porter dans son environnement, dans son nouvel oui, environnement. c'est-à-dire que dans la relation qu'il y a entre Julienne et Zach, il y a une vraie relation d'amour, hein, je l'ai voulu comme telle. Il n'y a pas moyen non plus de se débarrasser de cette relation à l'étranger, à la peau, etc. Dans une certaine mesure, Julienne, elle fétichise ou elle érotise presque le fait que Zach soit noir. Mm. On Et va en parler des femmes oui, parce que oui, elles sont oui, importantes dans tous vos oui, oui, romans, elles oui, sont importantes dans ce roman-là. Alors dans ce roman, elles sont immensément aimantes. oui, Elles sont fortes, entières, résilientes, mais ces femmes, on a vraiment l'impression que vous voulez leur rendre hommage. Est-ce qu'elles, tout simplement parce qu'elles n'ont pas encore la place aujourd'hui qu'elles méritent selon vous? Je sais que vous travaillez avec les femmes notamment. Hein, vous oui, oui. travaillez avec les migrants, vous travaillez en France, vous travaillez avec les auteurs au Cameroun, puis vous travaillez avec ces femmes. Oui, J'imagine pour les aider à sortir leur voix, à prendre leur place. oui. Euh, je travaille avec, oui, pas mal de femmes, de féministes africaines notamment, et, euh, et l'idée, c'est de, comment dire, de construire ensemble comment dire, la façon dont on a envie de penser et de réfléchir dans un espace qui est un espace de non-mixité radicale, dans le sens de ne pas avoir à expliquer qui on est et pourquoi, de se débarrasser du fardeau précisément, de dire voilà qui je suis, voilà d'où je viens, et voilà ce que je pense qui peut être contraire voilà, une fois qu'on s'est débarrassé de cette nécessité d'expliquer et qu'on se retrouve dans ce type de groupe, la parole est beaucoup plus libre et beaucoup plus forte. Et ça, évidemment, ça nourrit le roman parce que ce que j'ai à cœur en décrivant cette femme, en décrivant ces femmes, c'est aussi de les décrire comme des personnes absolument sujets de leur vie. C'est-à-dire qu'à aucun moment elles sont décrites comme étant euh, euh, les épouses, les mères ou de leurs fils, ou etc. Enfin, elles sont tout ça, mais elles sont surtout des êtres humains qui prennent leurs décisions et qui Oui, participent pour le meilleur et pour le pire au bien-être de la communauté. Elles prennent leurs responsabilités. oui, euh, exactement. voilà, dans ce qui a lieu. Et à partir du moment où on décrit des femmes, où on écrit des femmes qui sont pas derrière le grand homme ou à ses côtés, c'est-à-dire que à partir du moment où l'homme n'est pas au cœur de ce qu'elles construisent et de ce qu'elles sont, alors le récit devient automatiquement féministe. Mais dans nos vies de femmes de tous les jours, eh bien, nous sommes des personnes sujettes de nos vies. Nous n'existons pas forcément par rapport à à un homme. Ah non, mais alors elles sont féministes dans le joli sens du terme parce que elles sont aimantes, elles prennent soin des autres. Elles sont formidables ces femmes. Hein. Elles aiment librement, Ouais. elles aiment librement. Il y a quelque chose que je voulais aussi explorer dans ce livre qui est un peu contre-intuitif, c'est l'attente comme preuve d'amour absolu, parce que c'est contre-intuitif par rapport à notre époque, mais c'est aussi l'attente comme un choix et un mouvement. Quand Yalana reste 40 ans au même lieu, en attendant qu'un membre de sa famille un jour revienne et donc la trouve là, puisque Mm. tout le monde sait qu'elle est là, à l'endroit où elle a dit à son mari, ne reviens pas ici sans mes enfants. Je voulais aussi montrer que la force peut aussi s'ancrer dans un territoire. La force peut simplement être d'être dans le monde fou où nous sommes, la stabilité nécessaire, et que ça peut aussi être la résistance au courant ou aux urgences. Ça, Donc ça, c'est de la résistance. Alors oui, n'importe oui, qui aurait jeté l'éponge, aurait pris son sac, c'est oui, parti. Non, elle est restée sur son territoire, chez et elle, voilà, et résiliente. Elle a eu une vie extrêmement difficile pendant oui, 4 ans, oui. mais elle l'a fait avec Elle a courage. fait. Ouais. Et quand Dorothée, la mère de Zach, quand elle a su que son fils était parti, elle n'a pas attendu, elle n'a pas recherché, elle a respecté son silence et elle est elle-même aussi allée vers sa propre mère. En fait, c'est comme si petit à petit, elle retissait des liens, elle avait à cœur de retisser des liens qui s'ancrent et qui durent.
Et ça aussi, je voulais l'inscrire dans quelque chose d'encore plus ancien que ces femmes-là, qui sont d'autres femmes, les mortes, celles qui continuent de veiller, les ancêtres voilà. J'avais en tête quelque chose d'un peu magique comme ça, qui nous relie toutes dans un temps long, au-delà des lieux, au-delà des géographies, des temporalités, de la vie, de la mort, tout ça, quoi. Ah, il y Un a des truc un peu personnages, brouillon. il y a des personnages secondaires qui sont intéressants aussi. Donc, Oui. dans ce général, donc qui symbolise toute la force, la cruauté, la dureté de ce que pourraient être des généraux dans certains pays du monde. Et derrière, il y a un humain. Comme si vous vouliez dire finalement rien n'est mauvais, rien n'est bon, tout est gris et dans chaque mauvais il y a du bon et dans chaque bon il y a du mauvais puisque ben, finalement même Zach le pêcheur il a volé un jour de folie. C'est un homme bon et pourtant il a eu voilà, ce petit réflexe mauvais. Donc, enfin, ce général, on a envie de dire, ah bah franchement, on a presque envie de dire, il faut croire en l'homme, il faut croire en l'humanité. Moi, c'est ce que je pense, et ça a l'air un peu vite dit comme ça, mais je pense que nous aurions pu disparaître 1000 fois, et si nous sommes encore là en tant qu'humains, c'est aussi parce qu'on a envie de ce lien, quoi. C'est aussi parce on porte en nous, c'est ce que je disais, un héritage de trauma et de violence, mais on porte aussi en nous un héritage de survie, de joie et d'amour. Alors, la dernière partie du livre, j'en parlais tout à l'heure, on s'y attend vraiment pas. On pensait finir les dernières pages tranquillement et puis badaboum, tout le monde s'écroule. Moi, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que Zach m'a donné envie de pleurer. Alors, peut-être parce que je suis moi aussi avec ma valise à la main entre plusieurs continents. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce livre parle à beaucoup d'entre nous. On pense peut-être à toutes ces années perdues de Zach, loin de sa maman, loin de son pays, loin de chez soi, et ces temps qui ne reviendront pas. Est-ce que, alors vous le disiez au début que ce temps perdu n'est pas du temps perdu, mais permet de construire une nouvelle vie. C'est ce que vous appelez ces géographies éclatées. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de temps perdu. Je pense que Zach avait besoin peut-être de faire ce chemin-là. Et si, c'est ça le problème avec les rêveurs. Les rêveurs nous bousculent et nous fragilisent, que ce soit les communautés dont ils sont issus, parce que tout d'un coup, ils viennent avec leur vision plus grand qu'eux et ces envies qui dépassent tout, et ils mettent un peu tout le monde en danger et sur la brèche. Et en même temps, dans les sociétés ou dans les lieux qu'ils désirent, ils sont pas forcément attendus, ils ne sont pas forcément à leur place. Donc, ils introduisent une foule d'inconnus, une foule comment dire, de ruptures. Et ces ruptures sont nécessaires pour que les choses arrivent, pour que le monde bouge, pour que les gens se rencontrent. Sinon, bah, je veux dire, on reste toute sa vie à Campo, et puis il ne se passe jamais rien. On reste toute sa vie à Paris. Personne ne rencontre personne on se sclérose et on disparaît. Et les 40 ans passés de toutes ces années que Zach a vécu, c'est aussi la possibilité pour que les choses adviennent, pour que ces filles soient ce qu'elles sont, pour qu'elles rencontrent Julienne, pour que l'histoire s'écrive. Mais il a eu besoin de ce retour pour casser son mur et écrire son histoire. Voilà. Et nous avons, et je pense que nous, en tant que personnes, avons presque tous besoin de ce retour. Yalana avait besoin de ce retour, Dorothée, enfin, tous les personnages de ce livre, ce que Zach a introduit dans leur vie, cette attente et cette angoisse et cette intranquillité, j'aime bien ce terme, est aussi le terreau de quelque chose qui va venir s'inscrire différemment ailleurs et qui les dépasse et qui écrit l'avenir. Et c'est très bien. C'est Alors, du, on en meurt, mais c'est ainsi. Alors, il y a la notion de l'amour aussi qui est très importante. Alors, l'amour est peu présent dans le narratif, mais il est partout entre les lignes. Alors, il y a l'amour infini de Yalana et Zach, il y a l'amour filial qui Oui, passe l'amour dans le ressenti du jeune Zach quand il devient père. oui, Il dit, bah, j'ai plus jamais eu envie d'elle. Il y a oui, l'amour qui se paye, celui de Dorothée, et puis
Et puis, voilà, l'amour un peu partout dans ce rêve du pêcheur, comme dans vos personnages, ils sont très attachants parce qu'il y a de l'amour, que ce soit l'amour fraternel, l'amour de l'ami, l'amour du père, de la mère. Enfin voilà, il y a beaucoup d'amour dans ce livre. Oui. Ouais. À la base, en écrivant Le rêve du pêcheur, j'avais en tête d'écrire un roman d'amour. Mais un roman d'amour, comment dire, un peu absolu comme ça, avec toutes les formes d'amour, l'amour entre un vieux couple, enfin, ils sont pas vieux, Yalana et Zacharias, mais un couple qui se passe de mots, dont la tendresse et la vie s'inscrivent dans un quotidien partagé, dans une histoire connue, dans une communauté à laquelle on est parfaitement intégré, et deux petites filles qui grandissent dans un bel environnement. Voilà, quelque chose comme ça de quotidien et de calme que des événements extérieurs terriblement violents vont venir bouleverser et faire exploser, précisément parce que ils n'ont pas les mots pour, c'est pas quelque chose de psychologisant. Ils n'ont pas les mots pour expliquer leurs troubles, ce qu'ils traversent. Et puis il y a l'amour de entre Julienne et Zach, qui est encore autre chose, qui est aussi inscrit dans ce qui pourrait éventuellement être des préjugés, des choses extrêmement graves, euh, comme le Avec rapport. un Zach qui n'a pas les mots non plus, Ah ben, et non, il n'a pas, et pourtant il il est faut du temps. psychologue. Ouais, Et et voilà. exactement, il Voilà. faut du temps pour Et apprendre à mettre les mots. il est très silencieux et c'est Julienne qui nomme à chaque fois ce qu'il traverse parce que lui, il n'a pas les mots de l'intime. Et puis cet amour à la fois fragile et absolu entre Dorothée et son fils qui, au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant finit par le ressentir comme quelque chose d'assez incestuel. Et pourtant, cette mère est dans une pudeur extrême. Il ne se touche jamais. Elle lui fait sa place. Le seul moment de tendresse physique qu'il partage avec sa mère, c'est quand elle le coiffe, quand elle lui coupe les cheveux. Donc, il y a, voilà, je voulais, et puis la tante de Yalana, la tante de Dorothée, qu'un jour Zach revienne alors que Yalana ne sait même pas que ce petit-fils existe. Il y a cet espoir aussi qui est un peu inscrit dans le vide, pas dans aucune certitude que ça compte d'aimer. Alors, moi, j'aime bien un peu partir dans tous les sens et Ouais, je revenais moi aussi. C'est très sur bien. le titre, Le rêve du pêcheur. Et je me suis dit, le rêve du pêcheur, c'est le rêve de Zach, qui est pêcheur de métier, mais si, c'est Zach aussi qui pêche et qui vole malgré lui, du jeune Zach qui pêche dans l'abandon. Et je me suis demandé si ce titre, finalement, couvrait pas énormément de péchés et de pêcheurs. Ça aurait pu s'écrire dans les deux sens. Mais c'était bien de mettre pêcheur parce que je voulais aussi parler du rapport au lieu, au relief, à la géographie, à l'océan Atlantique. Tous ceux qui approchent l'Atlantique savent que c'est pas l'océan le plus doux et le plus amical du monde. Et puis cette embouchure, ce lieu de rencontre, c'est aussi un lieu de rencontre. Campo, c'est aussi un lieu de rencontre physique entre les éléments, entre le fleuve qui traverse les terres et puis l'océan, et puis cette embouchure. Et puis c'est une ville côtière. De l'autre côté, il y a des autres pays, le Gabon, la Guinée équatoriale. Et puis c'est aussi un endroit très ancien. À Campo, aujourd'hui encore, on trouve des tombes de jeunes Allemands parce que le lieu, le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. On trouve des tombes d'un jeune, je sais pas, Heinrich Otto, qui avait 20 ans quand il est mort et sa tombe est toujours là à Campo. C'est un lieu qui dégage, je pense que les terres dégagent quelque chose aussi. Je pense que les lieux ne sont pas neutres. Je l'ai ressenti très fortement à Beyrouth, par exemple. Il y a des lieux comme ça Qui vous parle. qui vous Oui, bouleversent. tout en expliquant quand même que vous vous intéressez à tout, aux arbres, à ce qu'on Oui, mange, voilà, tout ce qu'engendre la nature oui, vous c'est passionne. ça. Donc, et on le sent, effectivement. Bon, il y aurait encore mille questions. J'avais encore quelques pages. Je voudrais juste qu'on termine sur vos engagements. Vous êtes une écrivaine citoyenne engagée. Donc, je vous le disais, vous animez des ateliers au Cameroun pour les jeunes écrivains. En France, vous êtes auprès des migrants. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit mot aussi. Le travail auprès des féministes, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous pensez donc que l'écrivain a ce devoir d'éduquer, de transmettre, d'avoir une vraie place un peu d'activiste au sein de la société. Vous avez un rôle dans l'éducation, vous avez un rôle dans la transmission. Pourquoi c'est important pour vous? Expliquez-nous un peu vos différentes missions et pourquoi c'est important pour vous.
ce qui est, ce qui est important pour moi, et je pense que ça se voit dans mon écriture, c'est que je suis pas, je suis aussi une citoyenne. Je me considère, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les communautés dans lesquelles auxquelles je m'agrège, je me considère comme partie intégrante des sociétés, des communautés, comme une fille de la communauté, comme une personne en lien. Si je m'engage avec des féministes, si je m'engage avec des migrants, si je m'engage dans mon pays, si je m'engage dans la littérature, je le fais je le fais de plein, comment dire, à plein bras, sans surplomb. Et ça aussi, ça me permet d'assumer mon regard, d'assumer mon action, d'être critique de moi-même ou critique de ce que je fais et de ce qu'est le monde. Je suis pas du tout quelqu'un de tiède, je suis quelqu'un de très passionné. On a Et, compris. et voilà, quand les choses me tiennent à cœur, j'y vais, quoi. Mais Et il y a ce devoir, entre guillemets, hein, c'est un mot un peu je le pompeux. sens moi, je le sens moi. Il y a ce devoir et puis je pourrais pas rester au bord de la route. Je pourrais pas simplement rester à l'écart et voir le monde se dérouler devant moi comme, vous voyez, comme si je regardais un train passer. Je peux pas. J'ai besoin d'être dans le train. J'ai besoin de faire des choses. J'ai besoin d'agir. Et pour moi, la littérature, l'écriture, c'est aussi de l'action. C'est aussi une forme comment dire, c'est un mouvement aussi, même si c'est très solitaire et que ça demande, oui, une immobilité. Et puis c'est ce que je disais dans cette chose un peu contre-intuitive. L'écriture aussi, un engagement et un mouvement, c'est une action. Et ça correspond à la façon dont je vis ma vie. Alors, vous parlez d'écriture, j'aimerais qu'on termine, parce que vous êtes une auteure donc de langue française. On pense, en tout cas les chiffres le disent, que 80% des locuteurs en français seront en Afrique d'ici une vingtaine d'années. Et pourtant, on a l'impression que l'Afrique, enfin que le français recule en Afrique, en tout cas sur certains continents. C'est quoi votre vision de cette langue française sur le continent africain? En fait, quand on dit que le français recule en Afrique, c'est qu'on le compare à l'anglais. Mm. C'est-à-dire que il y a le Congo RDC est le pays dans lequel il y a le plus de locuteurs francophones et le français qu'on parle en RDC n'a évidemment rien à voir avec le français qu'on parle à Paris ou le français qu'on parle au Québec. Et quand j'entends toutes ces discussions sur française terriblement franco-française sur faut-il oui ou non féminiser les métiers, ces petites conversations un peu étroites, moi, Ouais. ça me fait sourire parce que, évidemment, depuis très longtemps, les peuples se sont emparés du français. Elles l'ont transcrit en leur propre langue. Le français porte leurs origines, leur façon particulière de métaphoriser. Elle est inscrite dans une terre, des habitudes, et c'est très bien que cette langue change et mute et se nourrisse d'autres langues et d'autres univers. En revanche, la comparaison entre le français qui reculerait et l'anglais, ça c'est pour moi c'est pas enfin c'est peu importe. Enfin, je veux dire, c'est pas un débat qui me semble. C'est encore un débat de quelle est la langue coloniale la plus Ouais. qui a les muscles les plus costauds. Ouais. Et Alors, par contre, je comprends le débat. Je vis dans plusieurs mondes, hein. je sais bien, J'entends c'est pour ça aussi, que c'est intéressant. voilà, Alors, c'est j'entends aussi j'étais ça. dans une librairie hier et souvent dans les librairies, on voit littérature anglophone, etc. et littérature française. Et hier, il n'y avait pas ça, il y avait littérature francophone. Et j'ai trouvé ça chouette que la francophonie prenne le pas sur ce qui est si français, si arrogant, hein, il faut s'avouer, et que du coup, bah, on mêle, et dans la recherche, je faisais ma recherche, j'avais des auteurs québécois, des auteurs africains, et toute la francophonie était mélangée dans cette librairie. J'ai trouvé ça formidable. Donc, je trouve que les choses avancent et avancent bien. Là, je l'espère. Je sais pas où. Est-ce que la librairie où vous avez été était à Paris? Non, était en province, à Nice. Ouais. Voilà, parce que souvent ça a tellement fait débat cette exposition dans les librairies où il y a écrivains français
et écrivains francophones. Et dans les écrivains francophones, c'est souvent des écrivains africains ou caribéens. D'ailleurs, les Caribéens, à juste titre, les Antillais et les Martiniquais et les Guadeloupéens, les Réunionnais disent, mais comment ça, francophone? Eh ben oui, ils ont Francophone. raison. Et puis, il y a les écrivains canadiens où sont aussi, enfin, je veux dire, il y a toutes sortes de, comment dire, de divisions. Et ces divisions qui sont commerciales, disent quand même aussi quelque chose sur où en est cette langue. Mais oui, il faut pas oublier que l'Afrique est probablement l'avenir de la francophonie. Et ce qui est génial, c'est que ce français-là, chaque territoire parle son propre français. Et on ne possède vraiment une langue, on ne s'approprie vraiment une langue que quand on la transforme, quand on se l'approprie et quand on prend le risque de de la, comment dire, ben, un petit peu de lui manquer de respect, quoi, gentiment. En tout cas, enfin, l'écriture de nos auteurs et écrivains africains est magnifique, bien souvent au-delà d'une écriture parisienne. Donc, n'hésitez pas à lire Ah, les mais je auteurs suis, d'Afrique, et notamment celui d'Emile Boom, Le rêve du pêcheur. C'est un très beau livre, vraiment un très beau livre, et je serais ravie d'en discuter avec les lecteurs futurs. Merci, Emile, c'était un plaisir cette merci. discussion. Pareil, pareil Je vous pour moi. souhaite Merci beaucoup. une bonne fin de voyage aux États-Unis, un bon retour en France et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.